Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, je reçois une entrepreneuse dans le domaine de la santé. Mais avant de vous dévoiler mon invité, je remercie mon partenaire du jour, Conto, qui soutient cet épisode. Conto, c'est un compte pro 100% en ligne qui promeut l'entrepreneuriat féminin, notamment via une initiative qui s'appelle Stronger. Alors Stronger, c'est quoi ? C'est une communauté de femmes entrepreneuses à travers laquelle vous allez pouvoir retrouver des événements de networking, des masterclass, des ateliers d'entraide, bref, de nombreuses opportunités pour développer votre activité. Si vous souhaitez rejoindre en avant-première la communauté Stronger, je vous invite à cliquer dans le lien dans la description de cet épisode. Salut Sophia! Hello, ça va Sonia? Bah oui, ça va et toi? Bah oui, puisqu'on a déjà bu notre petit café avant. Bah, c'est ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, quelques mois maintenant même, dans un événement. Et puis, on a commencé à papoter, on a eu un fit. Et notamment, on a parlé de santé féminine. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je reçoive Sophia sur le podcast pour qu'on poursuive notre discussion. Merci de m'avoir invitée. C'est vrai que c'était une belle rencontre, comme on les aime. C'était top. Et je suis vraiment contente que tu me proposes de venir ici pour qu'on puisse en parler un peu plus. Parce que justement, on se disait, mince, on en parlait entre nous. Là, on était trois dans notre petit coin. Et peut-être c'est important de communiquer dessus de manière plus large. Absolument. Et on va parler notamment de ton projet autour de la santé féminine, de la sensibilisation. Et franchement, je suis super contente. Merci encore. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler de toi en quelques mots, Sophia? Qui es-tu? Ta vie, ton œuvre. Écoute, moi, je suis... aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je monte une marque de compléments alimentaires pour femmes, concernée notamment par le papillomavirus. Mais pas que. L'idée, c'est vraiment de leur donner les clés, des solutions à une communauté pour reprendre sa vie en main, devenir actrice de sa santé. Voilà. J'ai essayé d'être très synthétique. Hein. Ça va être très synthétique. Et du coup, ça m'amène à plein de questions. J'ai déjà plein de questions pour toi. Avant ça, je t'ai proposé un petit jeu. On a ramené des cartes. Donc, je t'ai demandé de choisir 2 cartes. Une qui te représente en termes d'animal. Quel est l'animal qui te représente le plus? Et l'autre, quelle est la qualité chez toi la plus notable? Écoute, comme tu vois, j'en ai pris 3 de chaque. Donc déjà, la qualité, c'est que j'ai du mal à choisir. mais concrètement, écoute, le premier qui vient, tu m'as dit, tu prends le premier. Donc là, c'est le papillon. Okay. Et le papillon, finalement, en plus, ça a du sens, papillomavirus. Voilà, mais alors, c'est intéressant parce que la phrase qu'il dit, c'est « tu ne l'as jamais avant d'être rendu à destination ». C'est vrai. J'ai vraiment une vision très claire de l'objectif. Et il y a vraiment cette persévérance, tu vois. Et je crois que souvent, j'aime à parler de ça, ce fameux grit. Finalement, c'est la passion alliée à la persévérance pour atteindre ses objectifs sur le long terme. Et je crois beaucoup à ça. Après, le papillon, franchement, il meurt au bout d'un jour. Donc, ça, on n'a pas trop... j'ai pas trop envie. Mais il y a autre chose qui me parle avec le papillon. C'est que le papillon, il met du temps avant de sortir de sa chrysalide. Et je crois que c'est important de prendre le temps de se retrouver, d'être finalement à cet état un peu de larve, où je pense que bien souvent dans nos vies, à un moment en tout cas, on peut se retrouver et se dire mince, je ne vis pas mon plein potentiel, j'ai quelque chose de plus grand qui m'attend, mais là concrètement, je suis dans cet état sous la terre, caché, à grandir, en fait, à me retrouver, à savoir exactement où je dois aller. Et c'est une période que j'ai vécue avant de monter House of Rhea. Et je crois que cette transformation, tu vois, de sortir de l'état de larve à ce beau papillon, c'est quelque chose, c'est un chemin qu'on fait tous à un moment dans notre vie. Et c'est un accouchement qui peut être difficile, mais ô combien salvateur. Et faire naître un magnifique papillon. Ouais. Voilà. C'est clair. Et ça me fait penser aussi à l'idée que souvent, on voit le succès des entrepreneuses, des entrepreneurs, mais on ne se rend pas compte derrière tout le temps en fait, qu'il a fallu pour bâtir ce succès, que tous les échecs aussi, toutes les remises en question. Et du coup, ça reprend bien cette idée, je trouve, de larve. Et
Voilà, larvon. Ouais. Alors, le mot larve est vraiment pas beau. C'est pas beau, mais c'est pas grave. Il est horrible. Mais c'est vrai que c'est fou. D'ailleurs, je voyais ça dans un bouquin d'un de mon petit garçon où il disait que ça pouvait rester 1 an sous terre. Et je me disais, c'est fou, tu vois. Je crois que c'est le hanneton. Tu vois, c'est un truc hyper long. Et ça me fait également penser à une discussion avec une amie qui reprenait une théorie de Dolto. En gros, elle me disait, tu sais, quand on est cette espèce tu sais, c'est pas une écrevisse, c'est un homard qui est vraiment... en fait, quand il grandit, il va faire exploser sa carapace et il va se retrouver ce petit bout de chair complètement mis à nu où n'importe quel prédateur peut le manger. Ouais. En général, il va se cacher derrière un rocher le temps que sa carapace se reforme. Le temps que cette carapace soit de nouveau à sa taille, une fois qu'il a grandi. Et pareil, je trouve ça très important parce que ce moment-là, en fait, on est extrêmement vulnérable. Ce moment où finalement, on est dans une forme d'évolution, mais on enlève toute la carapace pour pouvoir prendre la place qu'il nous faut. Et ensuite, une nouvelle carapace arrive, on est bien dedans et on est prêt de nouveau à sortir dans le monde. Et je crois que c'est important de prendre ce temps derrière ce petit rocher où on est fragile, mais pour mieux revenir encore plus fort. Excellent, je valide tes compétences en matière d'animaux. C'est génial. Voilà. Et donc la carte qualité, alors Sophia, laquelle tu as choisie ? Alors pareil, du coup, il y en a 3. Énergique, authentique, optimiste. Écoute, j'ai envie de dire authentique. Authentique peut-être parce que finalement, en étant soi, je crois qu'il n'y a pas mieux, tu vois. Juste d'être sans filtre, d'être honnête avec soi-même, avec les autres. Je crois que c'est la base de tout et tout est plus facile en fait. Tu vois, on parle en ce moment beaucoup du personal branding, du storytelling. Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h comment est-ce que je vais construire mon truc en fonction du personnage. Je crois juste il faut juste que tu sois toi-même, que tu célèbres justement ton histoire, ce qui t'a amené ici et peut-être que naturellement ça fera écho chez d'autres et c'est ça qui te rend finalement mémorable et que ton discours peut avoir un impact. Donc être authentique pour moi c'est juste essentiel. C'est essentiel, en même temps c'est pas toujours aussi facile que ça et je trouve que notamment à travers les réseaux tu arrives à super bien le faire et on en reparlera justement sur tes compétences de storytelleuse en matière de prise de parole et je pense que là-dessus tu as sûrement beaucoup de conseils à nous apporter. Mais avant ça je voulais reparler un peu de ton parcours. J'ai l'impression que ton parcours et ta vie finalement de femme donc ton parcours d'entrepreneuse et ta vie de femme sont plutôt imbriqués. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre ? Je crois que je n'avais pas le choix. C'était quelque chose qui était plus fort que moi. C'était quelque chose vraiment presque de viscéral. Décidément, j'utilise vraiment des mots très bizarres. mais il y avait vraiment cet appel. Tu sais, j'ai eu un moment un truc qui me... Donc, j'ai eu un problème de santé. On m'a détecté lors d'un frottis un papillomavirus oncogène, donc à risque de dégénérer en cancer du col de l'utérus. Le HPV 16 notamment, donc 16-18, ce sont les plus oncogènes. Et ça a été vraiment un déclic à ce moment-là. On pourra en parler, tout le cheminement qui m'a amené à monter House of Freya. Mais en tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution, il faut que je m'éduque, ce que j'ai fait. Et ensuite, une fois que j'avais trouvé ma propre solution, est-ce que je peux te raconter l'histoire là ? Avec plaisir. Il y a des trucs qui vont être coupés ou pas, enfin ça va être peut-être. Rien. D'accord. Nature peinture. Ok, ça marche. Mais on veut tout savoir. Oui. Non, mais concrètement, donc, on m'annonce que je suis porteuse d'un papillomavirus. À ce moment-là, moi, je venais d'accoucher. J'avais un bébé de 3 mois, donc j'allaitais en plus. Et je tombe des nues. Vraiment, à ce moment-là, tu sais, il y a vraiment
cette angoisse, en fait, Ouais. ce truc. En plus, moi, je reçois le papier directement du laboratoire. Il y a marqué oncogène. Donc, moi, tu vois, je tape sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi la suite, quoi? Et donc, je vois 99% des cancers du col de l'utérus sont dus à ce HPV. Et là, vraiment, je passe 3 nuits blanches à me dire, mais en fait, je vais avoir un cancer du col de l'utérus. Je viens d'avoir un bébé. Je vais pas le voir grandir. Enfin, tu sais, tu commences à te Bien faire sûr. toute Ouais. un film, quoi, un mauvais film. Et tout de suite, en fait, je me dis, OK, problème, solution. Mm. Je ne peux pas entendre qu'il n'y a rien à faire. Donc, j'appelle en urgence mon gynéco, qui est à l'écoute, mais je sens qu'il est un peu en train de me dire, oui, bon, on verra dans un an si ça a dégénéré en cancer. OK. Mais soyez rassurés, si vous avez une bonne immunité, dans la majorité des cas, ça peut partir. Et en fait, ça reste dans ma tête. Mhm. Et je me dis, si vous avez une bonne immunité, ça peut partir. Donc, c'est mon immunité qui peut l'éradiquer. Il n'y a pas de médicaments, rien. Exactement. Donc là, je commence à regarder toutes les études cliniques qui existent sur le sujet. Je demande à mon père médecin, qui bosse à la Haute Autorité de Santé, de me sortir tout ce qui existait sur le sujet. Et je vois notamment les études cliniques aux États-Unis, faites par le docteur Smith, qui montrent des résultats probants venant d'une plante adaptogène, du mycélium du shiitake, et qui a des résultats incroyables, notamment sur les HPV persistants, donc ceux qui durent plus d'1 an. Et donc, en fait, je me supplémente, je cherche vraiment, tu vois, sourcing hyper clean, je prends ces compléments, vraiment, je suis l'étude clinique stricto sensus pendant 6 mois, je refais mon frottis, et là, mon gynéco me dit, génial, il n'y a plus une trace de HPV, plus rien, même pas le virus qui se balade. Et donc là, je me dis, putain, génial, merci Seigneur. Et je commence à en parler à porte close, à mes amis. Parce qu'évidemment, c'est un sujet tabou. Tu vois, c'est quand même un truc, tu te dis, bon, alors oui, c'est l'IST numéro 1 dans le monde, donc c'est 8 femmes sur 10 qui l'ont et 3 hommes sur 10. C'est important de le préciser, parce que on sous-estime un peu, enfin, on se dit, oui, ça arrive qu'aux autres. Non, il y a 8 femmes sur 10 qui sont porteuses du papillomavirus, et donc c'est pas rien, quoi. Enfin, ouais. Ah non, énormément de gens l'ont. Et ce qui se passe, c'est que 99% des cancers du col de l'utérus sont dus à un HPV. Alors, ça, c'est le cancer de l'utérus, mais tu as d'autres risques. Même pour les hommes, tu as cancer de l'anus, du pénis, de la gorge, donc sphère ORL. Et donc, quand je découvre ça, je commence à en parler avec mes amis, comme je disais, à porte close. Et il y a vraiment, tu vois, ce sentiment de honte. Parce que mine de rien, tu l'as chopé de quelqu'un, mais c'était qui? Enfin, tu vois, tu commences un petit peu à dire, mais attends, je l'ai eu, mais est-ce que je peux le filer à mon conjoint? Et puis la discussion, comment je lui dis? Est-ce que c'est lui qui me l'a filé? Enfin, tu sais, tu commences vraiment la culpabilité, la gêne, la pudeur, honte. La honte. T'en parles pas forcément à tes parents parce que maladie sexuellement transmissible, donc ça veut dire quand même qu'il y a eu un truc, tu vois, même si tu peux l'attraper d'ailleurs sans rapport sexuel, juste avec des caresses, et que d'ailleurs même le port du préservatif ne te protège pas à 100%. Donc concrètement, la majorité des gens vont le rencontrer une fois dans leur vie. Et quand je commence à en parler, mais je plaisante pas, vraiment la majorité de mes amis, quasi toutes, donc 8 femmes sur 10 on l'a dit, me disent mais moi aussi Sophia, moi j'ai eu un papillomavirus, moi j'ai eu une conisation. Donc conisation, c'est une opération qui consiste à retirer un petit bout du col de l'utérus pour retirer les cellules anormales précancéreuses, pour éviter que ça dégénère en cancer du col de l'utérus, et ça peut aller jusqu'au retrait entier de l'utérus. Et d'ailleurs, j'ai quand même rencontré 3 femmes, dont 2 amies qui m'ont dit moi, Sophia, on m'a retiré l'utérus. Et là, je me dis, putain, mais c'est un truc de vraiment qui touche tout le monde, dont on ne parle pas. C'est-à-dire que ces amies-là ne m'avaient jamais dit qu'elles avaient plus l'utérus, tu vois. Et parce que c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Tu vois, on parle vraiment de la matrice, de ce qui, mine de rien, est une des choses qui te définit en tant que femme. Et finalement, toutes me disent, mais moi, ça m'intéresse. Si j'avais su, ou même, et celles qui ont le papillomavirus qui me disent toutes, mais est-ce que je peux avoir tes gélules? Moi aussi, j'en veux. Et puis là, parce que pour l'histoire, en fait, tu as développé suite à cette maladie que tu as contractée, enfin, ou cette infection, infection que tu as contractée, c'est là qu'en fait, tu t'es dit, je vais... et ben du coup, en fait, je me suis supplémentée, exactement. Et de là, je me suis dit, mais attends, il y a un problème, il y a une solution, make it happen, en fait, tu vois, genre, créer quelque chose. Et toutes me disent, mais moi, j'en veux. Donc, je me dis, attends, il y a un truc à faire. Alors, pour la petite histoire, moi, j'étais head of sales
dans l'hôtellerie, chez Accor Hotel, chez Hyatt. Donc, je manageais les équipes commerciales sur le développement, des stratégies commerciales, d'aller voir les grands comptes. Mais tu vois, je m'étais jamais dit, tiens, je vais monter ma boîte. Tu vois, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs où c'est naturel, c'est évident. C'est pour ça, quand tu m'as posé la question, comment ça m'a amené là, c'était pas naturel. Mais par contre, il y a eu un truc viscéral qui était, quand je te disais vraiment, je me souviens très bien, ça me réveillait la nuit. Il y avait un truc, tu vois, qui me disait, ma fille, lève-toi. Va aider d'autres femmes, lève-toi. Genre comme une mission, tu vois, un truc qui était... qui s'imposait à moi. Tu vois, vraiment c'était un ordre presque, tu vois. C'est bizarre, hein, dit comme ça. Mais... et du coup, je me suis dit, vas-y, commence, tu vois. Et puis mon conjoint me disait, mais c'est une super idée, c'est top. En plus, vraiment, t'es habité par ça parce que tu l'as vécu toi-même. Tu vois, tu t'aides d'autres femmes. Et je voyais comme elles étaient toutes hyper... tu vois, je voyais que plus encore que... Donc, il y a les études scientifiques qui sont là, hein, derrière la molécule. Mais c'était surtout le fait de reprendre leur santé en main et leur vie en main. C'est-à-dire que je les voyais toutes dans leurs yeux me dire, mais I can take action, tu vois, je peux... vraiment participer activement à être en bonne santé, à être une meilleure version de moi-même, à être la femme que j'aspire, tu vois. Et je crois que c'est très puissant, tu vois, ce sentiment-là. Et de pouvoir même si c'est avec juste, tu vois, une marque de complément, mais de se dire, je participe à ça, à cet élan, j'ai tout gagné déjà, tu vois. Et je trouve qu'en plus, au-delà de l'idée du complément, dans ta mission et dans ce que moi je perçois, il y a vraiment une sensibilisation. Il y a l'aspect sensibilisation, parler du sujet, le détabouiser, comme tu dis, et surtout aussi prendre conscience que c'est... Alors, oui, dans la plupart des cas, ça s'éradique tout seul, etc., mais pas forcément. Et alors moi, effectivement, on en a parlé longuement, mais... Pour le coup, je suis porteuse du HPV, comme 8 femmes sur 10. Et la première année où j'étais chez ma gynécologue, on en a discuté ensemble, où effectivement, je fais ce frottis, on me dit, voilà, t'as un HPV. Et donc, je me rappelle encore aujourd'hui l'assistante de ma gynéco qui me dit par téléphone, ah non, mais c'est rien, comme 8 femmes sur 10, vous inquiétez pas, ça ira, l'année prochaine, on refait un examen, au revoir. Donc en fait, moi, je me dis, c'est pas grave, enfin... Apparemment, ça arrive à tout le monde. Et limite, j'ai mis le sujet de côté, si tu veux. Enfin, pour moi, c'était pas grave. Deuxième année, je refais un frottis. Et là, à nouveau, persistant. Voilà. Et donc là, je commence à me dire, oula, mais c'est quoi ce truc parce que, pour le coup, la gynéco me convoque pour faire une colposcopie. Eh oui. Donc, c'est le fameux examen dont tu parlais, je crois. Alors non, tu as la colposcopie et la conisation. La colposcopie, c'est vraiment, en fait, on va dire... on va vulgariser un peu, mais en gros, on y va avec une grosse loupe pour regarder s'il y a des cellules précancéreuses et faire une ponction. C'est ça. Et ensuite, la conisation, c'est vraiment l'opération pour retirer avec le laser ou la cryothérapie les cellules éventuellement anormales. Exactement. Donc moi, effectivement, c'était une colposcopie. Donc d'abord pour vérifier s'il y avait des cellules cancéreuses ou pas. Donc je vais chez ma gynécologue, je fais cet examen. Et donc là, autant te dire que je ressors de là en larmes. Absolument terrorisée. J'ai eu très mal. Ça s'est pas bien passé. Clairement, j'étais en sang, j'étais en pleurs. J'ai eu l'impression de me faire agresser, en fait. Vraiment, enfin... Et en sortant là, je me dis, mais attends, mais on est en 2024. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore utiliser de tels instruments rudimentaux, douloureux? Ouais. Et donc, voilà. Donc, je ressors de là un peu traumatisée, déboussolée. Et quelques temps après... non, c'est avant que j'ai fait ta rencontre, d'ailleurs. C'était avant, puisque voilà. Bon, il se trouve que là, les résultats des examens, on m'a dit qu'il n'y avait pas de cellules cancéreuses. Dieu merci. Ouais. Maintenant, il faut quand même que je continue à faire un suivi. Et quand j'ai entendu l'idée que tu proposais une solution à ça, mais je me dis, mais waouh, enfin, pourquoi ça n'existait pas avant? Enfin, voilà. Donc, du coup, je voulais aussi partager mon expérience parce que, comme on le disait avant, il n'y a pas beaucoup de femmes encore, malheureusement, qui témoignent. Je pense que c'est important de le faire. C'est un sujet intime, c'est pas toujours facile de parler de ça, mais voilà, je tenais à le déposer là. Et aussi, peut-être à parler
à donner quels conseils aux femmes pour, en termes de, ouais, non, mais même en termes de prévention. Voilà. Bien sûr. Déjà, merci. Merci pour ce témoignage. Tu as vu qu'à un moment, j'étais un petit peu émue parce que ça me touche, en fait, et que je pense qu'on vit toutes des moments un peu particuliers chez nos gynécologues. Et d'ailleurs, je pense que c'est un autre sujet, mais très important vraiment d'identifier un praticien. D'ailleurs, il n'y a pas que les gynécologues, ça peut être une sage-femme qui peut faire des frottis et tout ce suivi gynécologique, j'entends. Mais je crois que c'est très important vraiment de se sentir à l'aise avec son praticien. Et c'est vrai que c'est quand même rare de dire que c'est une partie de plaisir. Et tu parlais des instruments. Je pense à ça parce que du coup, j'avais fait un post là-dessus. La pince, en fait, qui est utilisée pour tirer le col de l'utérus, c'est une pince à la base qui a été créée il y a maintenant 200 ans pour retirer, enfin, il y a 100 ans, pour retirer les balles. Tu vois? Waouh, les Ouais. balles. Les balles, tu vois, oui, les balles, quand tu te prends une balle, tu te fais tirer dessus. Ouais. Quoi. Ok. Donc, du coup, c'est vraiment Normal, quoi. un instrument voilà, qui d'un autre siècle, comme tu le dis. Mais maintenant, il y a des nouvelles choses, des nouveaux produits qui existent. Et je pense notamment à Cervix, qui est une... Aspivix, excuse-moi, Aspivix, qui est un nouvel outil qui est en fait une sorte de ventouse et qui est beaucoup moins douloureuse, qui existe aujourd'hui pour ce genre d'examen. Donc voilà, ça c'est une petite aparté, mais il y a des entrepreneurs qui se lancent justement pour créer aussi d'autres outils dans l'exercice gynécologique. Et concernant ce que tu m'as dit, déjà merci parce qu'en effet, tu es une de nos premières clientes. Et ça, c'est voilà, parce qu'on a fait ce lancement récemment. Et je tiens à te remercier parce que voilà, c'est le début de cette aventure. Et qu'en effet, il faut communiquer dessus. Et tu vois, c'est aussi compliqué parce que c'est un sujet, comme on l'a dit, très tabou. Et c'est compliqué, tu vois, de trouver des ambassadrices qui naturellement sont prêtes à témoigner et à dire moi j'ai un papillomavirus actuellement, je le prends. Tu vois, c'est un truc où encore une fois il y a beaucoup de tabous et je crois que c'est très important pour faire de la sensibilisation et de la prévention de relever, tu vois, ce tabou et d'en parler librement, ouvertement et de pas en avoir honte parce qu'encore une fois ça touche en fait quasiment tout le monde. Et là, le vrai sujet, c'est plus de savoir comment je peux booster mon immunité pour naturellement l'éradiquer de mon corps. Parce que, comme je dis, dans la majorité des cas, dans presque 80% des cas, si tu as une bonne immunité, ça va s'éradiquer naturellement. Et c'est là qu'on intervient avec House of Freya. Nous, notre sujet, on n'est pas en train de dire on propose un médicament, pas du tout. Nous, c'est vraiment des compléments, c'est-à-dire qu'on va compléter ton hygiène de vie avec ces études scientifiques qui prouvent qu'en fait, ça va booster toute ton immunité. Donc, ça va booster le nombre et l'activité des cellules dendritiques, qui sont en fait alors là, je rentre dans les sujets techniques, mais les petits messagers qui, en gros, vont toucher le virus. Donc, ça peut être le virus du HPV, de la grippe, pour dire, voilà, en fait, c'est tel agent pathogène. Et ils vont présenter les antigènes aux cellules T pour dire, OK, voilà, il faut que vous trouviez la réponse immunitaire adéquate. Et là, les cellules T, les lymphocytes T, vont savoir, OK, j'ai l'info, c'est tel virus, boum, je peux le tuer. Et il y a également les cellules NK, Natural Killer, qui, eux, sont d'autres sortes de cellules blanches de globules blanches qui vont aller directement tuer les cellules anormales et même, tu vois, les cellules cancéreuses. En fait, il y a plein de fois où en fait, une cellule dégénère et directement, les cellules NK vont la neutraliser et la tuer. Et enfin, tu as les macrophages qui, en fait, digèrent toutes ces cellules mortes et les éliminent. Et tu as enfin la cytokine, qui est cette protéine qui permet aux cellules immunitaires de communiquer tout ensemble. Et ce que le AHCC fait, c'est qu'il augmente le nombre et l'activité de toutes ces cellules. Donc vraiment, tout ce beau monde va être dynamisé et c'est comme ça qu'on participe à booster l'immunité naturellement pour éradiquer le papillomavirus. Et tu parlais du HCC. AHCC, en fait. Du coup, c'est un des produits. Ouais, le AHCC. Donc, dans notre booster d'immunité, tu as de la vitamine C et du AHCC. Et le AHCC, c'est ce fameux mycélium de shiitake. Donc, le mycélium, c'est les petites racines. Je peux le montrer.
Là, ou là. À Mayo. Oui. Et du coup, le booster d'immunité est composé donc de ce mycélium de shiitake, qui sont les petites racines qui vont être extraites et qui vont être mises en laboratoire, boostées. Et c'est cet extrait innovant qui a toutes les études cliniques qui permet de booster son système immunitaire, comme j'expliquais. Ok. Donc ça, c'est vraiment le booster d'immunité, mais on ne voulait pas s'enfermer que sur l'immunité. On a également créé un deuxième produit, voilà, qui est le Régénération cellulaire. Et celui-là, il est à base de Centella asiatica. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Non. C'est une herbe qui... alors, pour la petite histoire, encore les animaux, les tigres se roulaient dedans suite à un combat. Pour panser leurs blessures. Et les villageois avaient remarqué ça, donc depuis des décennies, des siècles, c'est utilisé. Et aujourd'hui, les études scientifiques ont prouvé en effet que cette herbe permet d'augmenter les fibroblastes et la synthétisation du collagène, vraiment d'aider en fait, de réactiver tous les mécanismes de cicatrisation et de régénération cellulaire. Ok. Et donc nous, notre idée, c'est que dans chacun de nos produits, on va vraiment puiser le meilleur de la nature qui est utilisé de manière ancestrale dans différentes cultures, le faire valider par des études scientifiques d'aujourd'hui et le mettre à disposition des femmes. Ok. C'est vraiment ça notre mission. Et du coup, celui-là va aider notamment quand on a une conisation. Ok. Parce que du coup, quand on a une conisation, Ok. on a eu finalement on a retiré les cellules. Donc il faut régénérer tout ça. tout ça. Et également booster l'immunité parce que comme tu le disais, le virus peut continuer à circuler dans le corps. C'est que l'immunité qui éradique le virus. Donc moi, par exemple, qui suis porteuse, typiquement, je peux prendre les deux. Alors, tu peux prendre les deux. Alors, du coup, toi, tu n'as pas eu de conisation, tu as eu une colposcopie seulement. Mais par exemple, une femme qui a une conisation, là, ça a du sens d'avoir les deux. D'accord. Après, à côté de ça, celui-là, on l'utilise. Dedans, il y a également de l'acide hyaluronique, du rétinol, du zinc, de la vitamine E. Donc, en fait, tout ça, ça va vraiment participer à avoir aussi une belle peau. Ça a un effet anti-âge, vraiment régénération cellulaire de manière générale. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, ça aide aussi. Voilà, c'est ça, sur la partie régénération. Ok. Donc voilà. Mais super intéressant. Donc ça, c'est les produits qu'on a fait. Mais aujourd'hui, le sujet, je crois que c'est vraiment important, en effet, de communiquer sur la prévention et la sensibilisation. Et tu vois, tu parlais de prise de parole. Nous, on s'est connus notamment aussi via LinkedIn. Parce que finalement, c'est comme ça que Caroline nous avait invités à cet événement et qu'on s'est rencontrés. Mais moi, j'en ai parlé pour la première fois il y a 1 an pile poil sur LinkedIn. J'étais une ombre. C'est-à-dire que j'osais même pas écrire un post, tu vois. C'est-à-dire que même liker, je ne le faisais pas. Ok. J'avais eu alors je te raconte pour la petite histoire, mais j'avais liké, genre, il y a 5 ans, un architecte, donc moi j'étais dans l'hôtellerie, qui avait rénové un hôtel. Et en fait, je m'étais pris un print screen de mon VP qui m'avait envoyé le truc en me disant « Je ne savais pas que vous travailliez pour la concurrence. » Parce que, tu vois, l'hôtel en question était d'une autre marque. Donc ça t'avait un peu traumatisé. Mais j'étais comme ça. Ouais. J'ai dit « Je pique plus mot, je n'ose même plus liker un truc. » T'imagines, j'ai eu un print screen de mon N+2, quoi. Et j'ai plus jamais osé... alors j'y allais parce que j'étais sales et que j'avais besoin pour le mapping, savoir qu'est-ce que mes clients faisaient, voilà. Mais je ne disais rien. Et quand j'ai quitté mon employeur suite à cette révélation, vraiment à cette envie de créer le House of Freya, il y a vraiment... j'en ai parlé pour la première fois où j'ai dit, bah voilà, je quitte un emploi, sécurité, j'ai eu ce problème de santé, j'arrive sur LinkedIn pour en parler. Qui est vachement courageux parce qu'encore une fois, on arrive sur un réseau social professionnel où ce type de sujet n'a pas forcément, malheureusement, sa place. Et là, en même temps, c'est une grande force parce que pas grand monde n'en parle, finalement. Donc, tu as cette audace de prendre la parole sur ce sujet et finalement, ça marche, quoi. Et ça marche. Mais du coup, en effet, j'ai plein de messages de femmes qui me contactent, mais figure-toi, beaucoup d'hommes. Okay. Beaucoup d'hommes qui me contactent pour leurs femmes. Okay. Et c'est très touchant parce que tu vois qu'en fait, il y a vraiment cette communication prend.
Et donc, je m'efforce, d'ailleurs, il faudrait que je sois beaucoup plus rigoureuse, tu vois, de parler justement d'hygiène de vie, de sensibilisation, encore une fois, de détabouiser ce sujet. Et donc, voilà, donc je fais ça, je partage un peu mes aventures entrepreneuriales. Et je crois que c'est ce qui fait que finalement, tu construis une communauté aussi au fur et à mesure. Et dans l'entrepreneuriat, je crois que c'est très important aujourd'hui. Voilà, de créer un petit peu cette communauté qui te soutient dans ton développement. Voilà, et qui t'aide aussi à réorienter en fonction de tes choix stratégiques. Ton combat, c'est de libérer la parole sur le sujet de la santé des femmes. Tu t'es énormément livrée, tu viens de le dire, notamment sur LinkedIn. Et tu parles d'un sujet, notamment. Et je reprends un peu, et je vous invite toutes à regarder le TED Talk que tu as pu faire, qui est brillantissime. Mais vraiment, voilà. Et je repars de ça. Tu dis le 23 mars 2023 à 23h, je suis à table, je reçois un coup de fil. Et là, c'est le médecin qui m'annonce que ma mère a un cancer. C'est une période de ta vie où ça va déjà plutôt mal. C'est ce que tu racontes, en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête ? Alors, c'était une période où voilà, j'avais déjà mes petits problèmes de santé qui, mine de rien, me travaillaient. J'enchaînais ma deuxième grossesse, même pas un an après, et mon employeur, mine de rien, me faisait comprendre que un peu, voilà, tu vois, j'ai découvert, moi qui étais quand même une femme ambitieuse, mais ambitieuse pas dans le sens j'écrase les autres, ambitieuse, être une meilleure version, tu vois, vraiment se tirer vers le haut, grandir, se développer. Enfin, tu vois, j'avais des missions à l'international et du jour au lendemain, tout se en mode non, mais tu vois, t'allaites, non, mais. Et vraiment, j'ai senti, tu vois, ce fameux plafond qui pour moi était inexistant. C'est-à-dire que dans ma tête, ça n'existe pas les gens qui me disaient oh, mais les hommes réussissent plus, oh, mais il y a un plafond de verre. Que nenni. Pour moi, j'ai jamais ressenti le fait d'être une femme, que c'était quelque chose qui pouvait me freiner. Jamais. Pour moi, j'ai autant de chance qu'un homme, limite plus, parce qu'en plus, on porte la vie, on peut tout faire, tu vois. Et j'étais vraiment habitée de cette conviction. Et là, quand j'ai découvert que la grossesse me mettait c'est même pas un plafond de verre, c'était un full stop, arrêt, je l'ai très, très mal vécu. Vraiment. Et à ça s'ajoute l'annonce du cancer de ma mère. Avec qui je suis très proche. Et c'est vrai que ça m'a... Tu vois, enfin, ma mère m'a élevée seule. Je suis fille unique, du coup. Et de dire que potentiellement, tu peux perdre ta mère, déjà, de manière générale, pour tout le monde, c'est un drame, j'imagine. Mais c'est-à-dire que j'ai qu'elle, tu vois. Aujourd'hui, je me construis ma famille avec mes enfants, mon mari. Mais en fait, quand je reçois ce coup de fil, je me dis, mais... Tu sais, c'est la première fois que je comprends vraiment tu vois, la notion un peu de notre mortalité, notre finitude, ce dont je parle dans le TED Talk, exactement. Notre finitude et de celle des gens qu'on aime. Et vraiment, ça me bouleverse. Donc, la première des choses, évidemment, problème, solution. Je me dis, OK, en fait, quand j'ai ce coup de fil, évidemment, je suis sonnée, mais tout de suite, tu vois, j'ai ce truc de, il faut que je trouve le meilleur médecin. Surtout que j'avais un sentiment de culpabilité qui, d'ailleurs, n'avait pas lieu d'être, mais parce que des mois auparavant, elle m'avait dit, oh, j'ai des petits soucis quand je vais aux toilettes, et je lui dis, écoute, viens, on va voir un gastro. Et donc, elle vient en Guadeloupe. Je lui avais réservé le premier gastro que j'avais vu sur Doctolib. Et en fait, ce mec lui dit, oh non, mais c'est rien, c'est des hémorroïdes, vous inquiétez pas. Donc, elle ressort de là, elle me dit, oh, je t'invite au resto, t'as vu, il y avait rien du tout, on s'inquiétait pour rien. Donc, ok, mais... Et tu vois, et pareil, mon instinct me dit, il t'a pas proposé quand même une coloscopie, à ne pas confondre avec colposcopie. Donc coloscopie qui est en fait le tuyau qui va dans l'anus, pour s'assurer qu'en fait tu n'as pas de tumeur ou de polype. On peut d'ailleurs t'enlever au cours de cette opération. Et du coup, elle me dit non, écoute, il m'a dit pas besoin. Bon, des mois passent et tu vois, et finalement elle a un mal de ventre dingue et elle va aux urgences en Guadeloupe. Moi, je savais pas, tu vois, à ce moment, en plus, il y a le décalage horaire. Moi, j'étais au resto avec des amis. Et
Et en fait, quand elle arrive aux urgences, elle tombe dans les pommes et il s'avère elle avait même pas 5, tu vois, d'hémoglobine, donc elle était en train de se vider. Elle se réveille avec les poches de sang perfusées de partout. Ils font toutes les analyses et là, c'est une petite interne qui dit, écoutez, il faut qu'on aille plus loin. Et là, ils découvrent en effet qu'elle a une tumeur au côlon et qu'elle a des métastases au foie. Et quand je reçois ce coup de fil, donc je suis au restaurant et j'entends juste ma mère en larmes qui me dit je suis à l'hôpital, le médecin doit te parler. Ok. Et le médecin me dit juste on vient de faire les analyses à votre maman, elle vient d'arriver aux urgences, c'est un cancer métastatique. Et tu vois, sur le coup, je sais ce que veut dire le mot cancer, mais en fait, je suis juste. Ouais. Comment ça? Enfin, expliquez-moi. Elle me dit mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot métastatique? Tu vois, et c'était tellement. Et je me disais, ok, il faut pas que tu te la froisses, reste calme. Je dis, juste expliquez-moi de manière simple. Je suis une non-sachante, expliquez-moi. C'est où, c'est quoi, et surtout, est-ce que c'est soignable, est-ce que c'est opérable? Écoutez, je sais pas pour le moment, mais voilà, en tout cas, on a identifié où c'est. Bref, et de là, tout de suite, je me mets en mode, tu sais, j'ai cette sensation de quand T'as déjà eu un accident de voiture ou de vélo ou de... Je bois jamais. Non, ok, mais tu sais, cette sensation, en fait, t'es complètement, tu sais, rigide, c'est-à-dire que t'as tout ton corps qui est en tension. Et en fait, je me retrouve dans cet état pendant vraiment, je pense, 2 semaines. Alors, j'ai pas eu d'accident que ce soit, mais on m'a déjà annoncé le cancer d'un proche, donc je vois tout à fait cette idée de contraction absolument totale de la tête aux pieds. Ouais. Qui est... Voilà. C'était un truc, tu vois, et vraiment de nuit blanche, presque de logorée. Enfin, tu sais, j'étais en mode, il faut trouver une solution, il faut que j'appelle ce médecin, il faut que... heureusement, c'est retombé, hein, quand même, Mais du coup, le lendemain, directement dans la nuit, j'imprime tous ces docs et je vais à Gustave Roussy à vélo. D'ailleurs, il pleuvait comme aujourd'hui. Je me prends ce crachin et je me souviens que je priais sous la pluie. Et ça, on a eu cette discussion aussi parce que je suis très croyante. Et il y a ce truc, tu vois, qui... Vraiment, j'arrive, c'était un mélange de larmes, de pluie. Je suis arrivée comme un chien mouillé, mais tu sais, déterminée. J'avais le truc sous le bras et je suis arrivée en mode direct, je passe pas par l'accueil. Et en fait, je suis allée directement toquer aux portes. Et j'avais un nom que j'avais identifié. Et je me suis dit, si la prochaine porte, si c'est elle, je toque et elle ouvre, c'est que c'est la porte que je dois ouvrir. Et j'y vais. Et j'oublierai jamais. Docteur Swansky qui ouvre la porte. Et elle me dit, elle pensait que j'étais une interne, en fait, avec mes trucs sous le bras et tout. Et en fait, elle prend le dossier de ma mère et elle dit, écoutez, laissez-moi un post-it. Et je lui prends juste la main, je lui dis, j'ai qu'une maman. Je sais que vous êtes les meilleurs ici. Il faut que vous la preniez. Elle est dans l'avion. On est prêt à vous rencontrer dès demain. Et s'il vous plaît, il faut la sauver, en fait. Il n'y a pas le choix. Et je me souviens qu'elle me prend la main, elle me dit on va tout faire pour. Et elle prend mes coordonnées. Et finalement, la semaine qui suit, ma mère rentre à Gustave Roussy. Et puis les 2 semaines après, elle commence les premières chimios. Elle a été extrêmement forte. Je l'ai accompagnée. D'ailleurs, je me dis j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais j'ai été quand même présente sur pas mal de chimios. J'ai rencontré beaucoup d'autres femmes, justement. On a commencé à parler de ce projet aussi. Et j'ai rencontré tellement de guerrières là-bas. Et toutes me disaient, mais c'est génial, il faut que tu le lances, même les infirmières, truc. Et donc, du coup, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à créer un comité aussi médical autour de moi, tu vois, avec des sages-femmes, des gynécos, des docteurs en biologie, enfin, tu vois, pour monter ce projet avec des professionnels autour de moi, parce que syndrome de l'imposteur, je me disais, mais genre, who the fuck are you, tu vois, genre, t'es là qui sort de l'hôtellerie, tu montes des compléments. Mais du coup, je me suis entourée et tous me disaient, mais c'est génial, vas-y. Ça t'a porté, quoi, finalement. Ouais. Et cette épreuve, surtout une école d'humilité dingue, parce que du coup, tu ressors des séances de chimio. Je peux te dire que tu croques la vie et tu dis merci d'être là et fais de moi un instrument de bien, tu vois. Genre, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce monde un peu meilleur et vas-y, tu vois, rien ne te tue, quoi. Quand tu sors de là, tu vois, il y a les broutilles, les petits problèmes, les trucs, mon canal de ventre, mon truc, on s'en fout, tu vois, on s'en fout. C'est clair. Et du coup, bizarre à dire, mais merci la vie, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, ma maman va bien.
D'ailleurs, hier, elle faisait encore des examens. Et donc, voilà, après tous les 3 mois, tu as l'épée de Damoclès, tu serres les fesses, elle dit j'espère que ça va. Mais parce tu vois, ça dure 5 ans avant qu'on parle de rémission. Euh, mais, euh, mais elle est tellement puissante, tu vois. Et en fait, ces femmes, elles m'inspirent. Elles m'inspirent tellement. Et du coup, voilà, donc tout ça a du sens. Et je suis un peu longue, mais voilà, ce 23 mars. Voilà. Mais en tout cas, si je comprends bien dans ton parcours, et dis-moi si c'est le cas, mais c'est-à-dire que tu t'es retrouvée à un moment dans ta vie où donc tu prenais soin de ta maman qui était Elle vivait chez nous. Elle vivait chez On vivait toi. tous ensemble, ouais. Tu avais un nouveau-né. Ouais. Et avec tout ça, tu lances une marque de compléments alimentaires. En parallèle de tout ça. Je me trompe pas. Ouais. C'est dingue. Mais où est-ce que tu puises ton énergie? Dans ces femmes, sûrement? À travers ces... Dans ces femmes, dans ces rencontres. Tu vois, nous, notre échange, quand tu vois, tu m'as vu à un moment, j'avais les yeux qui brillaient, mais parce que je me dis, t'es à ta place. Tu vois, ce fameux pourquoi, ce truc, t'es à ta place, tu fais quelque chose qui aide les autres. Et tu vois, et souvent, je sais qu'on ne parle pas de ces choses-là parce que... Mais bon, encore une fois, on parlait d'authenticité, je le dis. Quand je prie le soir, tu vois, dans mon fort intérieur, qui que ce soit Dieu, l'univers, qu'importe, ou juste notre part divine en nous, moi je crois en ça, tu vois. Je demande, tu vois, de m'utiliser comme un enfant de bien, tu vois, de faire du bien autour de moi et de m'utiliser, d'être un instrument en fait. Et du coup, en fait, je suis habitée de cette certitude que je suis pas seule et que je fais, on doit vraiment dire allez coucou le coup, mais tu vois que quelque part que l'univers, que le Seigneur est avec moi et que je fais quelque chose de plus grand que moi, que j'aide d'autres gens. Et ça en fait, c'est une énergie de dingue. C'est quelque chose, tu vois, tu disais mais d'où je puise cette énergie, c'est que je suis habitée de quelque chose qui est plus fort que moi, qui est plus grand que moi. Et c'est une force. Et je crois que quand on arrive chacun à puiser en soi, tu vois, cette étincelle, ce divin, tu vois. On peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. Mm. Et c'est exactement ça, tu vois. On peut tout faire. Et aujourd'hui, je fais des compléments, mais demain, peut-être que je ferai des conférences, peut-être que je ferai des livres, peut-être que je ferai... En fait, guess what? Sky is the limit. Et même le sky, en fait. et tu vois, et je crois que tout le monde a cette capacité en soi. Et c'est juste cette... de se dire, j'ai l'étincelle. Tchic, tchic, tu vois. Il me faut ce coup de silex, mais... Et regarde le feu s'embraser, tu vois, et tu peux tout faire. Et encore une fois, des fois, des entrepreneurs peuvent se dire « Ah, si ça ne fonctionne pas, ou j'ai peur de me lancer parce que la sécurité financière, parce que il y a plein de choses, tu vois. Et moi aussi, hein, je suis pétrie de doutes, de peur, je pense à plein de choses. Tu as compris qu'il y a toute une famille derrière à faire tourner. Enfin, il faut que ça rentre, quoi. Mais... et surtout qu'en plus, tu vois, je viens avec mes croyances tu vois, avoir grandi seule avec une maman qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, tu vois, j'ai ce bagage aussi de je veux rentrer l'argent, je veux réussir, je veux... Mais, en fait, le truc qui est plus puissant, quand tu es entrepreneur et que tu as des doutes, c'est que tu peux tout faire. Tu vois, les résultats, tu es le résultat. Tu vois, la capacité d'arriver au bout de ton projet, c'est toi. Tu es la locomotive. Et en fait, quand tu prends conscience que je suis pas sûre, je peux pas, est-ce que je vais y arriver? Il n'y a pas de est-ce que je vais y arriver, c'est je vais y arriver et je vais aller là. Comment? I don't know yet. Mais je vois où je vais et je lâche rien. Parce qu'en fait, je suis habitée de cette conviction que je vais réussir, que j'ai réussi, que je suis en train de réussir. Tu vois, et je crois que quand tu es convaincu de ça, rien ne t'arrête. Tu es possible. Ouais. Tu es le possible. Et tu es tous les possibles. Tous les possibles. Ouais. Ok, super. Non, mais vraiment, là, le coup de motivation, là. Tout est possible. Ok, les meufs. Ouais. Non, mais... En fait, t'imagines la puissance qu'on a. C'est-à-dire que on peut, aujourd'hui, on vit dans une société, enfin, tu vois, on n'est pas en Afghanistan où il y a des choses terribles qui se passent, mais aujourd'hui, on a la capacité d'être président de la République, d'être Premier ministre, d'être maman, on peut tout faire, en fait.
Oui, à partir du moment où tu es porté par ce que tu fais, tu peux tout faire. On parlait tout à l'heure de 2 entrepreneuses notamment. Une qui vend du cidre, c'est ce que tu me Oui, disais. je l'adore, Voilà. c'est Marina. Voilà. Elle en vend plus d'ailleurs, mais... Qui vendait du cidre. Ouais. On parlait de l'entrepreneuse qui a lancé La Belle Boucle. La Belle Oui, Boucle. alors elle, du coup, je la connais Voilà. pas, mais on était devant le studio et je me disais, incroyable, tu vois, cette fille, en fait, elle faisait juste un blog en disant, voilà comment je coiffe mes cheveux bouclés. Léna disait, ah, génial, j'ai envie d'avoir des conseils, c'est quoi les produits que tu recommandes? Ah, bah voilà, je recommande ça. Bah tiens, pourquoi je créerais pas ma marque? Ah, bah je vais le faire. Ouais. Ça cartonne. Ah, bah tiens, pourquoi je créerais pas un salon? Et maintenant, tu vois, je crois qu'elle a 4 salons de coiffure et ça cartonne. Et elle a un livre, elle a ses produits. Elle, maintenant, elle fait des compléments alimentaires pour les cheveux. Elle a ses salons de coiffure. Elle a tu vois, sa communauté de 200 000 followers. Tu vois, quand on parle de ça, c'est que je pense que chacun, avec ce fameux personal branding, est capable d'être son propre empire. Et tu as une nébuleuse de possibles qui se crée, tu vois. C'est clair. Regarde-toi, Sonia, tu as ton podcast, tu as tes coachings. Enfin, tu vois, tu as tes ateliers, tes formations, tu as le sponsoring maintenant. Coucou Conto. D'ailleurs, heureusement que je suis chez eux à la banque parce que t'imagines si j'étais chez les concurrents. Bonjour le podcast. Mais tu vois, et je crois que quand on prend conscience de ça, qu'on est son propre petit empire et qu'on peut tout créer. Encore faut-il, je pense, être capable, ce que tu fais très bien, de raconter son histoire. Et ça, justement, je pense que c'est pas forcément une compétence que tout le monde peut avoir naturellement. Est-ce que tu as des conseils à donner aux entrepreneuses qui nous écoutent pour faire entendre leur voix ? Avant de faire entendre sa voix, je crois que c'est important de faire silence. C'est un peu antinomique ce que je dis, oui. mais je crois qu'on revient de nouveau à l'image que je donnais en prélude. Mais je crois que c'est très important d'abord de se retrouver, de faire silence, de bien déterminer quelle est ma vision, quelle est ma mission. Et ensuite, habiter de cette certitude, avec une vision très claire, de prendre la parole, mais avec un objectif. Tu vois, pas de là. Sinon, en fait, c'est du blabla et tu racontes ta vie et puis tu fais du Instagram. Et don't get me wrong, hein, je pense qu'il y a des Instagrammeuses qui sont très inspirantes. Mais voilà, pour moi, tu vois, si vraiment tu te lances dans un projet entrepreneurial avec une vraie mission, un vrai impact derrière, je crois que c'est important de bien définir cette vision et ensuite d'y aller, de communiquer de manière intelligente et authentique. En fait, cherche pas plus loin, juste sois toi-même, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'une comme toi. C'est sûr. Et c'est ça ta vraie force. Mais je suis tellement d'accord avec toi sur l'idée de dire de l'objectif, d'être très clair sur pourquoi tu fais les choses, parce que bien souvent, on a tendance à confondre. En fait, on est entrepreneuse, on n'est pas influenceuse. Donc, nous, notre vocation, c'est de construire notre business, de valoriser notre activité, de répondre aux problèmes de nos clients. Et donc, je pense que c'est hyper important de garder ça en tête, parce que sinon, on peut vite basculer dans la quête sans fin du like, du commentaire, de la reconnaissance, de l'admiration et autres, ce qui est pas en fait, ce qui est pas forcément le plus important, je pense. Voilà. Parce que si derrière ton activité, si ça fait pas rouler ton activité, je trouve que ça sert à rien en réalité. Bah oui, après ça s'appelle, c'est en fait. C'est de la petite gloire, c'est de la passion. Après, tu peux avoir beaucoup de plaisir parce qu'en fait, tu te prends des shoots de dopamine. Exactement. Dès que tu as des likes, des commentaires. Et puis, LinkedIn a quand même un avantage, c'est que c'est un réseau très bienveillant parce que comme chaque personne de ton réseau voit les likes et les commentaires que tu mets, du coup, en général, il n'y a pas beaucoup de haters et puis surtout, c'est ton vrai nom avec ton vrai réseau professionnel derrière. Donc, les commentaires doivent être quand même pertinents. Et du coup, tu as quand même c'est une communauté très bienveillante où tu prends quand même des bons ego boosts quand tu fais un post. En général, tu n'as pas beaucoup de haters versus un TikTok ou un Insta où les gens sont quand même cachés derrière un pseudo et où ça peut vite être la foire. Mais du coup, donc LinkedIn, c'est un très bon outil pour débuter, je pense, et puis pour l'entrepreneuriat de manière générale, parce que tu te crées des opportunités avec les podcasts. Regarde-nous, avec la visibilité, avec des médias, avec des partenaires, des prestataires. Enfin, bref, il y a plein de choses.
Mais alors, me concernant, par exemple, je pense quand même que les réseaux comme TikTok ou Instagram, c'est là, sur du B2C, où tu vas avoir vraiment des acheteurs, en tout cas sur du produit, tu vois. D'accord, ok. Par contre, sur LinkedIn, tu vas avoir des acheteurs B2B. Oui, Business. c'est ça. Si tu vends des formations, voilà. Ok. Ou des produits dédiés aux sociétés, là c'est vraiment the place to be. Mais quoi qu'il en soit, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est essentiel d'y être. Et tu parlais d'un autre point sur la... je reprends le fil, Ouais, vas-y. sur la visibilité. Non, voilà, tu te prends des ego boosts, c'est très bien, mais les plus gros posts, ceux qui vont être viraux et grand public, ne sont pas forcément ceux qui vont te ramener des clients. C'est ça. Et des posts qui n'ont pas beaucoup de likes, mais qui sont très ciblés sur la problématique de ton client, bah souvent, là, tu vas avoir en DM privé, en ça. message privé, des vrais leads Exactement. qui vont être concrets, mais qui se font souvent en sous-marin. Tu vois, moi, c'est hallucinant parce que vraiment, les gens qui me contactent ne me likent même pas le post. Ouais. Et je pense encore une fois, bon, là on revient sur le côté tabou, on n'a pas envie que notre collègue, notre boss soit au courant de nos problèmes de santé. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se fier seulement comment on appelle ça, les vanity metrics. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais vraiment, pour rebondir sur ton point, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des posts à 20 likes, tu vois, mais derrière, d'avoir 2-3 opportunités parce qu'en fait, voilà, c'est hyper spécifique. Et voilà, et ça parle à ma cible. Et c'est ce qui est le plus important, en fait. Je pense qu'il faut rester focus là-dessus et arrêter de se perdre dans une espèce de tournant, là, de tourbillon, de notoriété, d'ego boost, comme tu dis. Voilà, et rester focus. Oui, complètement. Je rebondis sur tes super compétences, encore, je le dis, je le redis, mais de prise de parole. Moi, j'ai été bluffée par ton TED Talk, je l'ai trouvé brillamment mené. Enfin, franchement, bravo, mais ma question, c'est où est-ce que tu as développé, comment tu as développé ces compétences de prise de parole? Alors, that's a good one parce que là, comme ça, à brûle pour point, j'ai envie de te dire que c'est un peu, je vais pas dire naturel parce que le TED Talk, ça se prépare énormément. Enfin, tu vois, tu connais ton texte par cœur, il faut pas le débiter, il faut l'incarner. Donc c'est encore autre chose, c'est un exercice très particulier. Mais j'ai toujours aimé être sur scène. Et en vrai, depuis toute petite, j'adore ça. Tu vois, j'ai un souvenir. Donc j'allais très souvent chez mes grands-parents. Et mon grand-père, tu vois, lapsus, organisait des petits trips, tu vois, en Autriche, en truc, avec son amicale, des anciens. Et donc, il n'y avait que des papis-mamies. Et tu vois, moi, j'avais, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans. Et je me souviens qu'à chaque fois, j'allais devant le bus, tu vois, avec le micro, et je leur racontais la journée, je leur racontais le musée qu'on allait voir, le truc. Et j'adorais, tu vois. Alors, j'avais tous les papis-mamies qui étaient en mode « Bravo, Sophia !» Du coup, j'avais des ego boosts de dingue petite, tu vois. Et c'est marrant parce que tu poses cette question et j'ai ce souvenir qui revient. Déjà petite, j'aimais prendre le micro. Et voilà, et partager, voilà, c'était, tu vois, le moment qu'on avait vécu ensemble. Et après, je l'ai fait, je faisais du théâtre d'improvisation. J'ai fait le conservatoire où j'étais, voilà, il y avait quand même toujours cette envie d'être sur scène. Et en vrai, j'aurais rêvé être actrice. Mais non, c'est vrai, hein, il y avait ce truc. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens me disent « Tu me fais un peu penser à Virginie Fira », je suis en mode ah wesh. Est-ce que c'est un rêve que tu as toujours? Alors, tu vois, aujourd'hui, moins. Parce que du coup, je trouve qu'il y a une espèce de pression, mine de rien, sur les femmes, d'ailleurs les hommes aussi, hein, parce que pour moi, finalement, homme-femme, c'est marrant, ça m'a jamais beaucoup... mais je me dis, quand ils vieillissent, il y a un truc, une pression de « Ah, t'es la vieille pomme fripée, comment tu vas trouver de nouveaux rôles ?» Enfin, tu vois, un truc de toujours devoir un peu batailler. Et je pense qu'il doit y avoir une pression dure. Et même le fait d'être célèbre... je me dis, tu vois, de ne pas pouvoir sortir comme tu es et tout, ça ne doit pas être rigolo. Du coup, je crois que aujourd'hui, je ne cherche pas la célébrité, mais plutôt l'impact.
Alors évidemment, la reconnaissance, je crois que tout le monde, un dénominateur commun des gens qui rêvent d'être acteurs, c'est d'être un peu aimé, reconnu. Il y a quand même ce truc. Bien sûr. Ouais. Mais c'est pas, c'est plus ça qui vraiment m'anime. Mais en tout cas, à l'époque, j'avais quand même justement, ma mère me disait, mais non, c'est être une saltimbanque et quoi encore, tu es sous les ponts, tu vois. Donc du coup, j'avais un truc hyper. Donc ouais, tu vois, j'ai fait les études classiques, le S, le truc, parce que justement, je savais que l'éducation, c'était un ascenseur social. Et donc, je faisais ça à côté. Ma mère me disait, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais en fait, tant que tu suis les clous, mais tu fais ça hors de ton temps, tu vois. Donc, le soir, tu vois, j'allais au cours du soir de théâtre, du truc. Et je suis partie aux États-Unis. Et donc, dans le cadre de mes études, donc j'avais fait école de commerce, MBA aux États-Unis à Boston College, et tout ça toujours sponsorisé. Donc, j'allais courir chercher les bourses à la région, à la ville, parce que, tu vois, on n'avait pas les moyens. Et donc, j'arrivais à construire tout ça. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis allée là-bas pour une seule chose, c'est que je voulais être parfaitement bilingue en anglais. Parce que je me disais, je veux Hollywood, en fait. Tu vois, là, je me disais, je veux être bilingue, je veux pas être en mode tac. Faut que je joue parfaitement. Et donc, j'ai fait pas mal de courts-métrages tout aux US, c'est marrant, à côté toujours. Mais voilà, mais j'avais quand même un accent Frenchy, laisse tomber. Donc, j'avais que les trucs de Frenchy. Mais voilà, et puis finalement, dans l'engrenage, tiens, t'as une opportunité pour un stage, j'ai mis le doigt chez L'Oréal, et finalement, l'hôtellerie, et puis la vie te rattrape, et finalement, ces rêves d'actrice sont un peu passés à côté, mais tu vois, finalement, la vie revient différemment, et je me retrouve sur scène avec un TEDx. Mais tu vois, des ateliers aussi pour les entreprises de prise de parole. Exactement. Ouais, merci de le dire, parce que c'est vrai que je fais des ateliers en entreprise, du coup, prise de parole à l'oral, donc sales speech notamment, parce que c'est vrai que du coup, j'ai tout ce background sales derrière moi, mais également prise de parole en ligne. On en parlait avec LinkedIn, parce qu'en utilisant ta propre histoire, tu peux vraiment faire la différence et devenir un ambassadeur de ta marque, de ta boîte, pour développer sa notoriété et sa croissance. Voilà. Super. Je voudrais juste finir par une citation. Tu dis donc dans ton TED Talk toujours, quand on libère la parole, on fédère une communauté. Tu vas faire partie d'ailleurs avec moi des premières ambassadrices sur le programme Stronger pour Conto. Donc c'est, je pense, vraiment ce qu'on a l'intention de faire, libérer la parole. Donc encore une fois, si on vous invite à cliquer sur le lien en description de cet épisode pour pouvoir nous rejoindre en avant-première, Sophia et moi-même. Et puis déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver, Sophia ? On peut me retrouver sur LinkedIn, Sophia, Sofia Michel, Michel. On peut me retrouver sur Insta, mais je suis une véritable chèvre, puisque du coup, j'ai créé mon Insta récemment, et c'est sous House of Freya, donc House of Freya, on mettra le lien. Freya. Et du coup, sur TikTok aussi, House of Freya. Voilà. Okay. Les 3 réseaux où je suis principalement présente, et je devrais être sur Facebook, mais genre vraiment, encore une fois, je suis une sur ce réseau. Mais LinkedIn, c'est là où je suis le plus présente, et on peut me retrouver là. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite ? On peut me souhaiter de l'amour, de l'audace, de la bienveillance, du courage, parce que là, il y a un gros lancement, donc voilà, il va falloir porter tout ça. Ça fait beaucoup de choses, mais je crois que l'amour, c'est chouette, parce que quand on a de l'amour, on est de l'amour pour soi-même. On en a tellement à distribuer aux autres, et l'amour, en fait, c'est le carburant numéro 1 pour fédérer, pour créer, pour tout faire. Ça sonne un peu cheesy, mais j'y crois profondément, en fait. Vraiment. Tellement important de mettre plus d'amour, plus de liens. Merci Sophia. Merci à toi. J'espère que le parcours de mon invité t'a inspiré. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast.